Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour de France 2025. On va regarder le parcours ensemble. On parlera également des équipes présentes sur cette nouvelle édition du Tour de France 2025. C'est vrai qu'en ce moment, on est à fond dans le Tour d'Italie, qu'on suit en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Mais on va parler, voilà, projection deuxième grand tour de la saison, du parcours du Tour de France 2025 qu'on connaît déjà depuis un moment. Mais voilà, on va se replonger un petit peu dedans. Donc déjà, à noter que ça sera un départ à Lille Métropole. La première étape sera donc une étape de plaine, 185 km, donc de Lille à Lille. Ça sera le samedi 5 juillet. Dimanche 6 juillet, une étape accidentée entre Loïne-Planck et Boulogne-sur-Mer. On va d'ailleurs aller voir un petit peu plus le profil de ces différentes étapes détaillées, ça va être un peu mieux. Donc Lille-Lille, ça sera une première arrivée au sprint, donc un premier maillot jaune sprinter sur 185 km au programme. Opportunité pour les sprinteurs de décrocher le premier maillot jaune de ce Tour de France. Loïne-Planck, Boulogne-sur-Mer, étape accidentée traversant le Pas-de-Calais avec des côtes pouvant favoriser les punchers, dont un enchaînement de 3 côtes dans le final. Je pense que la victoire sera pour un sprinter passant bien les bosses, à l'image de Mats Pedersen sur le Giro 2025 ou encore un Wout van Aert, ou alors vraiment un puncher très en forme. On croise les doigts pour un Julien Alaphilippe très en forme, mais au vu de ce qu'il a montré en début de saison, c'est un petit peu plus inquiétant pour lui. Valenciennes-Dunkerque, étape normalement promis aux sprinters, donc deuxième grosse opportunité pour les sprinters, étant donné que l'étape 2, c'est un peu le point d'interrogation, puncher ou sprinter. Quatrième étape, étape vallonnée, reliant la Somme à la Seine-Maritime avec des passages pouvant surprendre les favoris. Bon, c'est un enchaînement de pas mal de côtes, mais on devrait avoir quand même un sprint en petit comité à Rouen. C'est vrai que tous les purs sprinters passeront peut-être pas les bosses parce qu'il y a des courtes bosses, 1 km à chaque fois ou 2 km, mais il y a du 9-10% à plusieurs reprises. Donc voilà, ça peut piéger des sprinters, mais une fois de plus, un Mats Pedersen peut passer facilement. J'aurais dit à l'époque un Peter Sagan. Cinquième étape, ça sera le premier test pour les favoris. Contre-la-montre individuelle autour de Caen et dans quand même 33 km. Un contre-la-montre assez long, donc qui peut causer de premiers écarts entre les favoris. Et donc certainement un changement de maillot jaune à l'issue de cette étape. Sixième étape, étape en Normandie, Bayeuvire, 201 km. Étape très longue, accidentée, avec des côtes pouvant favoriser les échappées ou encore un puncher pour l'arrivée à Vire, qui est vraiment une ville très vallonné, donc ça va nous donner un beau suspense, une des étapes les plus longues du Tour de France, en tout cas pour les premières. Ah non, il y aura 209 km entre Loïne et Boulogne-sur-Mer. Voilà. Donc ça sera pas la plus longue étape du Tour, mais elle sera quand même longue. Hein. Quand on passe les 200 km, c'est costaud. Vendredi en juillet, Saint-Malo au mur de Bretagne. Ça sera la Bretagne cette fois à l'honneur. Arrivé au mur de Bretagne, une montée courte mais raide qui donnera aux punchers et aux leaders du classement général une belle première explication. Voilà les profils. Le 12 juillet, Saint-Méan-le-Grand, Laval. Ce sera une étape pour les purs sprinteurs. Arriver à Laval, c'est synonyme de sprint en Mayenne. Hein. Chinon-Châteauroux. Plaine également pour les sprinteurs. Cette étape, vraiment du tout plat. Lundi 14 juillet, Enza, le Mont d'Or, Puy-de-Sancy, première étape de moyenne montagne, seule étape dans le Massif central avec une arrivée au sommet au Puy-de-Sancy. Les coureurs passeront aussi par le col de la Croix-Saint-Robert, long de 5 km à 6% de moyenne. Puy-de-Sancy, c'est assez court, hein. C'est 3 km à 8% de moyenne, mais voilà, c'est assez punchy, on va dire, comme arrivée. Peut-être premiers écarts entre favoris à l'issue de cette étape. Toulouse, étape en boucle autour de la ville rose, principalement plate, mais qui pourrait jouer des tours au sprinter avec son final vannonné. Pas certain qu'on ait un sprint massif à Toulouse avec un enchaînement de côtes, vous le voyez, pas mal de côtes de 4ème catégorie. Auch, Hautacam, 180 km, première vraie étape de montagne avec des vrais cols, col du Soulor, le col de Bordère et l'arrivée à Hautacam, 13 km 6 à 7,8% de moyenne. Donc il faudra attendre la deuxième semaine de course pour avoir de la vraie montagne. Étape 13, deuxième contre-la-montre individuelle avec un contre-la-montre en côte. Ça peut arriver des fois sur les grands tours et ça sera le cas entre Louvain-en-Vielle et Péragude. Pau, la ville la plus passée par le Tour de France parce que c'est un petit peu un axe incontournable. Luchon Super Bannière, une belle étape de montagne pyrénéenne avec le col du Tourmalet, le col d'Aspin, le col de Paillerosourde et Super Bannière. Donc là c'est vraiment une succession de cols mythiques du Tour de France. Le Tourmalet, un mont mythique, hein, c'est un peu comme je vais même oublier ma comparaison. Le Tourmalet, c'est un peu comme le Mont Ventoux, voilà. Donc Tourmalet, Aspin, Paillerosourde et Bannière de Luchon.
Ça rappelle des souvenirs. Muret-Carcassonne, une étape un peu de transition pour une échappée. Peut-être première opportunité pour les baroudeurs de s'exprimer. Les sprinteurs ne devraient pas être trop intéressés par cette étape-là le 20 juillet. Étape 16, ça serait une étape avec un mont sec, comme on appelle ça, une montée sèche. Le Mont Ventoux. Donc là, pour les paysages, après le Tourmalet et le Mont Ventoux, on va se régaler à l'issue de ce Tour de France. Bolène-Valence, étape également de transition, mais là les sprinteurs pourront certainement s'exprimer, ou une échappée qui va au bout. Vif, Courchevel, col de la Loze, une très belle étape de montagne avec le col du Glandon, le col de la Madeleine et le col de la Loze. C'est des cols qui sont assez hauts, où le manque d'oxygène se fait ressentir, et des cols très longs, hein. Le Courchevel versant du col de la Laye, c'est 26 km à 6,5% de moyenne. Si vous n'êtes pas bien en bas, imaginez en haut le résultat. C'est des cols très longs, hein, 19 km, 21 km, pas forcément les plus raides du Tour de France, quoique la Madeleine c'est costaud, mais c'est interminable, quoi. Albertville-la-Plagne, arrivée mythique à La Plagne. Il y aura un passage par la piste de bobsleigh qui sera aménagée, donc là ça va être vraiment sympathique. Très belle étape de montagne pour le 25 juillet. Samedi 26 juillet, Nantua-Pontarlier, étape accidentée, mais ça sera une étape un peu de transition peut-être pour les sprinters ou pour les baroudeurs. Et la mythique arrivée aux Champs-Élysées de retour, parce que l'an dernier c'était une arrivée à Monaco. Paris était un peu réservé pour les Jeux Olympiques. Retour à nouveau sur les Champs-Élysées, la mythique arrivée qui reviendra à 99% à un sprinter, étape assez courte pour terminer tout ça. Donc voilà la carte complète, ça sera un départ vraiment à l'extrême nord de la France, passage au nord-ouest, le nord-est un peu délaissé cette année, tout le centre de la France un peu délaissé, la côte atlantique aussi, mais tous les massifs seront visités au moins une fois. Mais ouais, voilà, ça sera surtout nord-nord-ouest, pas trop au centre, et après un petit peu tous les massifs, quoi. Je vous rappelle qu'en 2024, c'était Tadej Pogačar qui s'était imposé devant Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, les trois fantastiques. Almeida, Landa, Yates, Rodriguez, Jorgensen, Derek G et Buitrago pour finir le top 10. Premier français seulement 13e, c'était Guillaume Martin. Richard Carapaz avait fini meilleur grimpeur de ce Tour de France. Donc voilà, il y avait des écarts conséquents et des Français qui n'avaient pas forcément répondu présent. Les équipes maintenant présentes, c'est du grand classique pour les équipes World Team, c'est les 18 équipes World Team. Pareil qu'au Giro, on aura d'invités Israël Première Tech et Tudor. Et trois autres équipes différentes du Giro, la Lotto, la Team Total Energy et la Uno X Mobility. Sur le Giro, c'était la Q36.5 de Thomas Pidcock qui avait l'honneur d'être là, la Polti et la Groupe Bardiani. Polti, Bardiani n'ont jamais été sur le Tour de France, mais peut-être qu'un jour la Q36.5 sera invitée. Tudor Israël, c'est pareil. Retour cette année de 23 équipes, donc de 184 coureurs. À la place de 176 coureurs les années passées, on n'avait que 22 équipes, donc 4 invités en Pro Team. Donc cette année, il y a une équipe de plus sur chaque grand tour. Donc voilà, il y a quand même environ 3 équipes de différentes sur chaque grand tour. En tout cas, c'est le cas entre le Giro et le Tour de France. On parlera plus tard dans la saison de la Vuelta, mais on a encore le temps pour ça. Qui succédera à Primoz Roglic, vainqueur de la Vuelta l'an dernier. Et Pogačar avait fait doubler Giro Tour de France. Donc on verra si ça s'est maintenu. En tout cas, le Giro, ça ne sera pas pour Pogačar vu qu'il n'est pas dessus, mais Pogačar fera peut-être le doublé Tour de France Vuelta. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. On suivra le Tour de France en intégralité. On aura l'occasion d'en reparler avant l'événement. Et en ce moment, c'est intégral Giro. Et on suivra également la Vuelta. Allez, ciao les fratés. À très bientôt pour de prochaines vidéos.